Salut, est-ce que tu aurais quelques secondes à m'accorder? Je voulais te parler d'un truc qui est important pour moi. Oui, bien sûr, dis-moi. En fait, ça fait déjà quelques semaines que ça va vraiment pas bien dans ma vie. J'arrive plus à prendre aucun plaisir, que ce soit avec mes amis ou que ce soit avec ma famille. Pourtant, j'essaye. Je viens à toutes les activités, mais j'arrive juste pas. Aussi, je sais pas pourquoi, mais j'arrive juste plus à dormir le soir. Peu importe à quel point je suis fatigué, et je peux te le dire que je suis fatigué en ce moment, mais j'arrive juste plus à dormir. Donc, je commence de plus en plus à me dire que peut-être que ce que j'ai, c'est une dépression et que je devrais aller voir un médecin de famille. Et je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Attends, mais pourquoi tu me parles de dépression et de médecin de famille? La dépression, c'est pas une maladie, c'est juste une illusion, c'est un truc qui est dans ta tête. Juste fais comme si ça n'existait pas et ta vie va continuer, je comprends pas. Malheureusement, comme dans le scénario que vous venez juste de voir, il y a beaucoup de gens qui pensent que la santé mentale et la santé physique sont complètement séparées et qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et à cause de ça, les gens pensent qu'il n'existe aucun traitement physique pour traiter la maladie mentale. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer d'où vient cette vision séparatiste entre la santé mentale et la santé physique. Puis ensuite, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi la réalité des choses avec les dernières avancées scientifiques et c'est quoi les théories les plus communes pour expliquer la dépression. Mais avant tout, on est The Healthy Spirit Podcast et notre but c'est de vous éduquer et de vous vulgariser des domaines qui ont rapport avec la santé. Donc si jamais vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à nous soutenir sur toutes nos plateformes. Tous les liens seront en description. Avant de commencer à expliquer quoi que ce soit, je tiens juste à prévenir que je ne suis pas un professionnel de la santé. Et si jamais vous avez un doute ou des symptômes ou quoi que ce soit, il faut vraiment aller consulter ces gens-là qui sont qualifiés pour vous diagnostiquer. Ok, donc le dualisme entre la santé mentale et la santé physique, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, ça commence en Grèce antique avec le philosophe Platon, que vous connaissez sûrement. Platon, il est très connu pour sa théorie fondamentale des idées, qui a influencé énormément d'idéologies et de cultures qu'on connaît aujourd'hui. En gros, ce que sa théorie dit, c'est que la réalité est séparée en deux mondes distincts. Il y a le monde sensible, matériel, qui inclut toutes les choses avec lesquelles on peut interagir. Donc là-dedans, il rentre les arbres, les sons, les lumières, les personnes. Et le monde des idées. Dans ce monde, il inclut toutes les idées parfaites, que ça soit par exemple l'idée de la justice, l'idée de la morale, ou alors des concepts abstraits comme l'idée d'un cercle, ou l'idée d'un triangle, ou l'idée d'un carré. Et selon lui, ces deux mondes distincts sont capables d'expliquer n'importe quel phénomène. Donc ce que Platon a fait, c'est qu'il a utilisé sa théorie fondamentale des idées pour essayer d'expliquer comment la santé mentale et la santé physique fonctionnent. Donc selon lui, la partie physique du corps fait partie du monde matériel parce que justement c'est quelque chose de matériel qui dépérit, qui vieillit, qui change tout le temps. Et selon lui, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est cerveau, ça fait partie du monde des idées. Donc c'est quelque chose qui ne vieillit pas, qui ne change pas. Bon, Platon à son époque, il n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui en neurologie et en biologie, mais malheureusement ces idées ont influencé le monde à travers les millénaires qui ont suivi, et c'est principalement à cause de ça que la psychologie a pris autant de temps à se développer. Il a quand même fallu attendre 1879 pour que le premier laboratoire de psychologie soit créé, ce qui est quand même énorme quand on sait que le domaine de la médecine physique a commencé à se développer bien avant. C'est donc la première fois que la psychologie ou la psychiatrie a été traitée comme une science expérimentale et qu'on a utilisé la méthode scientifique pour être capable de trouver une solution à un problème mental. Donc avant le 19e siècle, l'idée qu'un trouble mental pouvait venir d'un problème dans un organe physique qu'on appelle le cerveau, ça n'existait quasiment pas. Donc les gens qui avaient des problèmes mentaux, que ce soit de la schizophrénie, de la dépression ou des psychoses, ils étaient vraiment marginalisés parce que les gens attribuaient quasiment tout le temps ça à une possession par une entité surnaturelle ou à une punition divine. Et ça a causé de vrais problèmes dans la société qui sont aujourd'hui documentés dans l'histoire. Bon, Platon, évidemment, c'est un grand philosophe, il faut le respecter pour ses idées, mais il faut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui était quand même assez limité. La méthode scientifique n'existait pas encore complètement, et il n'avait pas autant de connaissances qu'on peut avoir sur le cerveau, mais c'est important de déconstruire ce qu'il a dit et de comprendre comment est-ce que la santé physique peut atteindre la santé mentale si on a envie de la traiter. Bon, maintenant qu'on est passé un petit peu par l'histoire de la dépression, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau d'une personne dépressive. Mais avant tout, il faut comprendre que le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est un domaine qui est encore en train de changer. Il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites et le truc c'est que le cerveau c'est un organe extrêmement compliqué parce qu'il y a plusieurs réseaux neuronaux qui interagissent entre eux. On peut jamais dire que quelque chose a causé quelque chose et c'est souvent beaucoup plus compliqué que des maladies comme par exemple le diabète. Mais la recherche des 20-30 dernières années nous a quand même donné plusieurs pistes pour être capable d'expliquer c'est quoi la dépression. Bon, avant d'expliquer quoi que ce soit, il va falloir que je vous fasse un mini cours sur comment est-ce que votre cerveau fonctionne. Donc, dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle des neurones. Des neurones, c'est des cellules spécialisées du système nerveux qui te permettent de réfléchir, de te déplacer, de voir de la lumière, d'écouter des sons. C'est ce qui permet à ton cerveau de transmettre des messages en gros. Et tes neurones, elles ne sont pas collées,
Elles sont séparées par un petit espace qu'on appelle la fente synaptique. Et à l'intérieur de ce petit espace, quand deux neurones ont envie de communiquer entre elles, elles envoient ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des sortes de petites billes qui se baladent un petit peu partout dans ton cerveau pour donner des messages différents. Par exemple, il y a le cortisol qui, lorsqu'il se balade entre tes neurones, dit à ton corps de te réveiller. Ou alors le neurotransmetteur de la dopamine qui, lorsqu'il se balade entre tes neurones, te donne beaucoup de motivation et te fait percevoir le temps comme si ça passait plus vite. D'ailleurs, si tu es intéressé par la dopamine, on a sorti une petite vidéo, ça sera en description. Et la manière dont cette hypothèse a été formulée, comme très souvent dans le domaine scientifique, c'est par hasard. En gros, dans les années 30-40, la tuberculose c'était encore un problème en Europe et en Amérique, et les médecins utilisaient beaucoup un médicament qu'on appelle l'iproniazide. En utilisant ce médicament pour traiter la tuberculose, les médecins ont commencé à remarquer qu'il y avait certains effets secondaires sur leurs patients. Ils ont commencé à remarquer que parfois, certains patients commençaient à avoir une amélioration au niveau de leur humeur. Alors les médecins se sont questionnés, ils se sont demandé c'était dû à quoi, et ils ont fait des expériences in vitro et in vivo pour essayer de comprendre comment est-ce que l'iproniazide affectait le système nerveux. Bon, il y a quelques minutes, j'ai parlé de neurones et j'ai parlé d'une fente synaptique dans laquelle les neurotransmetteurs pouvaient se transmettre. Et un de ces neurotransmetteurs s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hormone du bonheur. Elle a beaucoup d'autres effets sur votre corps, mais c'est vraiment la sensation qu'on attribue le plus souvent. Et plus il y a de sérotonine dans vos fentes synaptiques, plus cette sensation de bonheur va être grande. Ce qu'il faut comprendre aussi avec la sérotonine et tous ces autres neurotransmetteurs, c'est que ces petits composés chimiques ne sont pas capables de traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est un nom un peu compliqué, mais ça veut dire la barrière entre votre cerveau et votre sang. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que votre corps est obligé d'en produire lui-même. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre une banane qui contient de la sérotonine et l'absorber. Ça n'existe pas. Et ce qu'on a trouvé avec l'iproniazide, c'est que lorsqu'on en consommait, cette petite molécule permettait de bloquer des mécanismes qui étaient chargés de détruire une partie de la sérotonine. Et sur le long terme, ce que ça permet, c'est d'augmenter la quantité de sérotonine entre les deux neurones. Donc une fois que ce mécanisme a été expliqué, l'interprétation que les scientifiques en ont fait, c'est que la dépression c'était causée par une carence en sérotonine, et qu'en gros, on pourrait régler tous les symptômes de dépression en donnant des médicaments comme l'iproniazide. Et en faisant simplement ça, ça pourrait tout simplement contrecarrer tous les symptômes de la dépression et régler le problème. Et d'ailleurs, l'iproniazide, c'est pas le seul médicament qui permet d'augmenter la concentration de neurotransmetteurs entre deux fentes synaptiques. Il y en a plusieurs qui ont été découverts par la suite. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle des antidépressants. Donc en ayant toutes ces données en tête, on pourrait en effet croire que la dépression, c'est causé par une carence en sérotonine. Et c'est d'ailleurs ce que les médecins ont cru pendant plusieurs années. Mais ensuite, dans les années 80, il y a des scientifiques qui ont voulu justement vérifier la théorie et qui ont voulu analyser des patients dépressifs pour essayer de voir leur taux en sérotonine, pour essayer de confirmer l'hypothèse. Et à la surprise de tout le monde, on a trouvé qu'il y a énormément de patients dépressifs qui ont des taux de sérotonine très normaux. Bon, c'est quand même une surprise parce que souvent, on a tendance à penser qu'un problème a une solution assez simple. On a souvent l'impression que la chaîne de causalité est très linéaire. C'est quelque chose qui cause quelque chose, qui cause quelque chose. Et au final, juste en réglant un de ces facteurs, on est capable de régler une maladie. Mais malheureusement, dans le domaine de la santé mentale, c'est jamais aussi simple. Et bien que pour certains patients, le fait d'avoir des antidépresseurs qui augmentent les taux de sérotonine, ça peut fonctionner. Pour d'autres, ça n'aura aucun effet et ça pourrait même avoir des dégâts. Il fallait un peu s'y attendre honnêtement parce que le système nerveux, c'est extrêmement complexe. Il y a des milliards de neurones qui sont interconnectés et un simple petit changement peut en affecter tellement. Donc pour le même problème, c'est très possible qu'il y ait plusieurs explications qui sont très différentes. Bon, aujourd'hui en 2025, la théorie la plus populaire pour expliquer la dépression et qui est quand même soutenue par énormément de recherches, c'est la théorie hypothalamo-hypophyso-surrénalienne. C'est un nom très compliqué mais ça ne doit pas vous faire peur. En gros, ce nom compliqué réfère à un système dans votre corps qui vous permet de gérer le stress. En gros, à chaque fois qu'il y a un stress autour de vous, et ça peut vraiment être n'importe quoi, que ça soit une compétition de sport, un examen ou alors quelqu'un qui vous poursuit dans la rue, une structure dans votre cerveau qui s'appelle l'amygdale va recevoir le signal à une vitesse extrêmement grande. Une vitesse tellement grande que cette structure reçoit l'information avant même que vous ayez été capable de la comprendre. C'est par exemple cette structure qui vous permet de retirer votre doigt lorsque vous avez une brûlure, alors que vous n'avez même pas encore compris que vous êtes en train de vous brûler. Donc quand un gros stress arrive, l'amygdale envoie un signal à l'hypothalamus
et l'hypothalamus commence à produire une hormone qu'on appelle CRH. Cette hormone, elle va entraîner une cascade de réactions qui va se rendre jusqu'à une glande qui se trouve sur vos reins qu'on appelle les glandes surrénales qui vont sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Le truc avec le cortisol, c'est que lorsque la glande surrénale commence à en sécréter et que la concentration dans le sang commence à augmenter, le signal remonte jusqu'à l'hypothalamus et l'hypothalamus peut comprendre que c'est le moment de couper le CRH. Donc c'est vraiment un système qui est capable de se contrôler lui-même. C'est comme par exemple un robinet avec une bassine. Le robinet s'allume, il y a un capteur sur la bassine et lorsque le niveau de l'eau a augmenté assez pour atteindre le capteur dit au robinet de s'éteindre. Ce qui arrive souvent avec des patients dépressifs, c'est que ce mécanisme d'autorégulation ne fonctionne tout simplement plus. Donc si on imagine la bassine, c'est comme si le capteur ne fonctionnait pas et que le robinet restait ouvert jusqu'à ce que la bassine continue à dégouliner. Et le truc avec le cortisol, c'est que certes, c'est une hormone importante, mais lorsque c'est déréglé, ça peut avoir de graves effets physiques sur le corps. Quand vos niveaux de cortisol restent trop haut dans le sang pendant trop longtemps, vous pouvez commencer à développer une insensibilité au cortisol. Tout comme un diabétique, par exemple, développe une insensibilité à l'insuline. Donc même si vos niveaux de cortisol sont extrêmement grands dans le sang, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme s'il n'y en avait toujours pas assez. Et donc votre hypothalamus va continuer à vouloir en produire plus parce qu'il voit que les effets ne servent à rien. Le problème quand on devient insensible à une molécule anti-inflammatoire, c'est que le système immunitaire commence à tout le temps croire qu'il y a un grand danger dans le corps parce que justement ces molécules qui sont supposées le calmer ne fonctionnent juste plus. Et quand votre système immunitaire croit qu'il y a un danger dans le corps, votre corps n'est plus capable de fonctionner normalement. Ce problème dans le système immunitaire, ça peut non seulement causer des maladies auto-immunes, mais ça peut aussi créer des problèmes dans le cerveau. Dans votre cerveau, il y a des cellules qu'on appelle les cellules gliales qui servent à nourrir les neurones et à les protéger. Et lorsque votre inflammation est grande dans le cerveau, ces cellules gliales arrêtent tout simplement de fonctionner. Et elles arrêtent de produire ce qui permet aux neurones de rester en vie. Et à cause de ça, il y a énormément de neurones qui vont être affectés, qui arrêtent de fonctionner ou qui fonctionnent plus du tout de la même manière, dans le sens que le nombre de neurotransmetteurs entre chaque synapse devient très inconstant. Parfois, il y en a beaucoup, parfois, il n'y en a pas assez. C'est difficile de résumer le dommage qui est fait aux neurones à un seul réseau neuronal, mais je peux citer quelques neurotransmetteurs qui sont grandement affectés. Par exemple, il y a le glutamate. Ça, c'est le neurotransmetteur principal de votre cerveau qui permet à vos neurones de rester excités et donc qui vous permet d'avoir de l'énergie, de raisonner, de parler. Il y a la sérotonine, comme on en a discuté un peu plus tôt dans cette vidéo, mais il y a aussi la norépinéphrine qui vous permet de réagir à un stress et qui est souvent sécrétée dans des situations où on fait du sport, par exemple. Il y a la dopamine dont j'ai parlé dans une vidéo assez récemment, mais qui vous permet en gros d'avoir de la motivation. On ne résume jamais la fonction d'un neurotransmetteur à une seule fonction à cause de la manière dont le système nerveux est fait et la manière dont tout est mélangé. Et en fait, tout ça, ça explique quand même assez bien pourquoi est-ce que les dépressifs ont tous des symptômes très différents. Parce que vu que le cerveau est très complexe, le dommage qui va être causé par l'inflammation peut être très différent d'une personne à l'autre et d'une certaine circonstance à l'autre par rapport à la durée d'exposition au stress ou par rapport au niveau de stress auquel on a été exposé. Et quels sont les symptômes qui peuvent être associés aux dommages qui ont été faits à ces réseaux de neurones? Ça peut être extrêmement varié. Ça peut être des troubles du sommeil. Il y en a qui disent qu'ils dorment trop, il y en a d'autres qui disent qu'ils dorment pas assez. Ça peut être des troubles de l'appétit. Et encore une fois, ça peut être ne pas vouloir manger comme manger beaucoup trop. Ça peut être des changements de poids très rapides. Ça peut aussi être des maladies qui commencent à apparaître de nulle part, que ce soit des maladies auto-immunes comme le diabète. Mais souvent, les deux symptômes qui caractérisent la dépression et qui permettent à des psychiatres de diagnostiquer cette condition, c'est premièrement l'anédonie. L'anédonie, c'est une perte de plaisir dans des activités par rapport auxquelles on avait l'habitude de prendre du plaisir avant. Donc si avant vous aviez l'habitude d'aimer faire du foot avec vos amis par exemple, pendant quelques semaines vous commencez à trouver que vous n'avez littéralement aucun plaisir et que vous ne comprenez pas ce que vous faites encore là, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. Et le deuxième symptôme, ça s'appelle tout simplement une humeur dépressive. Une humeur dépressive, c'est caractérisé par une envie de ne rien faire. C'est quand même assez complexe et ça peut varier ce sentiment de personne en personne. C'est pour ça que je rappelle qu'il faut toujours consulter un professionnel et ne pas se baser sur cette vidéo. Cette vidéo, elle est seulement à titre éducatif. Mais en général, dans toutes les ressources en psychiatrie, notamment le DSM-5, il faut avoir au minimum un de ces deux symptômes pour pouvoir être diagnostiqué d'une dépression. Si vous vous demandez qu'est-ce qui peut causer la dépression, le modèle qui est utilisé couramment, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial.
Donc c'est expliqué par 3 causes différentes. Donc biologique, c'est tout ce qui arrive physiquement dans votre corps. Le domaine psychologique, c'est tout ce qui a trait à vos émotions, donc à quel point vous êtes heureux, triste, est-ce qu'il y a des événements qui ont pu vous affecter. Et le domaine social, c'est tout simplement votre entourage, que ce soit vos parents, les expériences que vous avez vécues pendant votre jeunesse, vos professeurs, les gens qui vous inspirent. Il faut savoir que ces 3 domaines, c'est pas 3 domaines distincts. Par exemple, une expérience peut très bien être sociale et psychologique en même temps. Je vais vous donner un exemple assez simple, mais si vous vous faites maltraiter par vos parents et que vos parents vous crient dessus pendant que vous êtes jeune, c'est à la fois une expérience psychologique parce que le trauma et les émotions qui ont été causées par cet événement particulier ont eu des impacts sur votre psychologie par la suite. Mais c'est à la fois social parce que vous n'avez pas contrôlé le fait d'être entouré par ses parents. Des facteurs de risque pour la dépression, il y en a plein. Ça peut littéralement aller d'un gène dans votre code génétique jusqu'à une relation toxique que vous avez eue il y a 3 ans. Je vous mettrai beaucoup de ressources dans la description si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, j'ai pas trop discuté des manières dont on traite la dépression parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça dans une autre vidéo. Mais il y a quand même quelque chose que je vais mentionner. Il y a 2 grandes manières de traiter la dépression. Il y a la pharmacothérapie et il y a la psychothérapie. Tout comme vous ne demanderiez pas à votre ami de vous prescrire un médicament ou un antidépresseur pour la dépression, vous ne devez pas dire à votre ami de vous faire de la psychothérapie. Même si votre ami vous veut du bien et même s'il essaye de vous écouter et d'essayer de régler votre problème, il faut quand même vous rappeler que votre ami, c'est pas un professionnel et même en voulant faire du bien, c'est possible qu'il dise une phrase maladroite. Et parfois, les mots qu'on reçoit quand on est dépressif, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que des médicaments à cause des cercles vicieux et de votre état psychologique qui est naturellement instable. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la santé avec Healthy Spirit Podcast.